Bienvenue à vous, Évasion littéraire, avec l'écrivain Eugène Ebodé, 8e roman, Souveraine magnifique, une héroïne du Rwanda, édition Continent Noir, Gallimard. Bonjour Eugène Ebodé. Bonjour. Début de ce roman, vous faites référence à 3 femmes puissantes et une citation de Victor Hugo. Quelles sont ces femmes? Il y a mon épouse, Rabia Ebodé, puis il y a aussi des femmes extraordinaires parce qu'elles sont impliquées, ce sont des Suissesses qui sont impliquées précisément dans la réconciliation au Rwanda et qui ont été importantes pour que je rencontre des personnes que je cite dans le livre et puis pour que je m'imprègne de la réalité rwandaise d'aujourd'hui. Et Victor Hugo? Victor Hugo, parce que c'est si bien, je vous laisse le soin de lire cette citation de façon à ce qu'on puisse comprendre le début de votre roman. C'est tiré des Châtiments de Victor Hugo. Le meurtre à tes côtés suit l'office divin, criant feu sur qui bouge, Satan tient la burette, et ce n'est pas de vin que ton ciboire est rouge. Entre le vin et le sang, il y a une connotation de... C'est parce que le sang a beaucoup coulé au Rwanda, évidemment, pendant cette période dont nous célébrons le tristement 20e anniversaire, qui a été marqué par le génocide. On va en revenir, je vous laisse la lecture, page 20. Page 20, c'est le début, je crois, du roman. Page 20. Oui. Donc je vous ai mis une petite croix, est-ce que vous les voyez? Allez-y. Écoutez-moi, monsieur. Nous avons été déchiquetés comme de la viande, puis jetés aux chiens affamés. Nous avons été broyés comme des punaises, écrasés comme de la vermine, découpés comme on débite du bois mort, traînés le long des rues et des chemins de campagne, jetés à l'eau comme de la ferraille rouillée et exposés dans les champs comme de vulgaires épouvantails que les oiseaux venaient picorer. Voilà ce qui a été fait ici aux vieillards, aux femmes, aux enfants et même aux fœtus. On a ouvert le ventre des femmes enceintes et enlevé les fœtus qu'elles portaient pour les hacher. Il faut donc dire qui a fait ça. Autrement, à quoi ça sert de nous approcher, de nous solliciter, de venir nous faire parler? Eugène Ebodé, vous vous faites vous-même un procès de votre mémoire avec le titre de votre livre « Souveraine magnifique, une héroïne du Rwanda », un génocide oublié en 1994. Pourquoi vous vous faites ce procès et pourquoi vous avez décidé de revenir sur ces lieux en disant « j'ai besoin de savoir, ai-je oublié » ? Ce n'est pas un génocide oublié, c'est simplement la commémoration d'une triste et sanglante affaire qui s'est passé au Rwanda. C'est pas oublié. J'ai essayé simplement de redonner la parole aux survivants tout en pensant aux morts et en essayant de panser les plaies qui restent encore vives. Oui. Et vous-même, vous faites un procès de votre mémoire à vous, à garder l'empreinte de cette tragédie? Parce que vous dites très souvent, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. C'est la mémoire de l'humanité que je convoque et des Africains dont je fais partie. Je ne suis pas rwandais, mais je suis camerounais, je suis de l'Afrique centrale, je suis issu donc de cette région meurtrie et abîmée. J'avais le sentiment que tous les citoyens de cet environnement-là, tous les Africains de manière plus large, n'avaient pas interrogé ce qui s'était passé là-bas, ne s'étaient pas intéressés à la tragédie pour évidemment ne pas la reproduire près de chez eux ou éviter qu'elle ne se reproduise ailleurs. Les longs, les courts, les très très courts, les Tutsis, les Hutus, qu'est-ce que c'est tout ça? on les connaît, mais les longs, les courts, les très courts... Il y a 3 populations au Rwanda, 3 groupes, disons, qui sont caractérisés par des noms qui reviennent, les Tutsis, les Hutus et les Twa, les Pygmées. Donc il y a 3 grands groupes ethniques au Rwanda, et je n'ai pas voulu, dans ce roman, reprendre cette typologie. Donc je lui ai substitué celle qui les caractérise, ou disons qui les caractérisait avec de grands guillemets. Les Tutsis sont réputés être très longilignes, et les Hutus plus rablés, et les Twa, évidemment, les Pygmées très courts.
C'est pour cela que je les ai appelés littérairement les longs, les courts et les très courts. Ouvrons une carte géographique. Les pays des 1000 collines, les pays des crevettes, Russie et Kibali. Alors vous ouvrez cette carte, donc vous allez à la rencontre. Alors j'aimerais savoir le pays des crevettes, c'est le Cameroun, parce que le Cameroun a été découvert par les Portugais en 1492. Les premiers navigateurs portugais qui sont arrivés dans le golfe du Bénin ont trouvé à la fois un océan Atlantique et puis une rivière, ou en tout cas un fleuve qui s'est jeté dans la mer. Et ce fleuve-là, le Vouri, avait beaucoup de crevettes, était très poissonneux, et notamment des crevettes, de grosses crevettes, des gambas. Et crevettes en portugais, c'est camaroès. Donc Cameroun vient de camaroès, camarones, qui signifie crevette. Et donc j'aime littéralement appeler le Cameroun le pays des crevettes. Et le Rwanda, on l'appelle aussi de manière commune le pays des 1000 collines. Et vous voyez que j'ai simplement essayé de reprendre ce qui caractérise, disons, les pays, soit par leur histoire, ce qui est Camaroès pour le Cameroun, et les 1000 collines pour le Rwanda. Eugène Ebodé, vous êtes allé sur place pour écrire ce roman? Je suis allé plusieurs fois au Rwanda, non pas pour écrire, je n'avais pas l'intention d'écrire. Je suis allé à l'invitation de plusieurs groupes pour que, à la fois, mes livres que je sortais puissent être lus, défendus et questionnés là-bas. Et puis, en 2000, j'avais été invité pour participer à une opération qui s'est appelée Écrire par devoir de mémoire. Et à l'époque, je n'avais pas pu, après avoir vu les cadavres encore recouverts de chaux et étalés dans des abris de fortune ou des étagères faites pour, c'est vrai, choquer, pour impressionner, et aussi pour que la mémoire puisse être vive. Parce que quand un génocide d'une telle ampleur se produit, il est évident qu'il y a des gens qui disent « Ah non, c'est des mensonges » et d'autres qui, pour croire, ont besoin de voir. Et du coup, j'avais été sidéré en découvrant tous ces charniers, tous ces cadavres, tous ces squelettes. Et franchement, j'en étais revenu en me disant « Je ne pourrai jamais écrire sur ce qui s'est passé ici ». Et brutalement, l'année dernière, j'ai été saisi et je me suis trouvé dans une situation que je n'avais pas pensé avant, une obligation presque d'écrire et de porter le témoignage de ce que Souveraine Magnifique avait pu vivre en perdant ses parents. Elle avait 8 ans, elle a vécu ça de manière épouvantable parce que son père l'avait hissée au sommet d'une armoire en lui interdisant de bouger, quoi qu'il arrive. Parfait. Vous allez chercher, je reprends vos termes de votre plume et votre écriture, la haine gangrène le pays, les crânes et les jarrets, les différents personnages, l'exil et le retour de cette confrontation du bourreau et de ses proches. Alors, cette haine, j'aime bien ce terme que vous employez, gangréner le pays. Ce pays a été gangréné par qui et pourquoi? Eh bien, je rappelle, comme je l'ai dit précédemment, que la répartition, le partage de l'Afrique a été le premier poison. Ensuite, les Allemands qui sont arrivés au Rwanda, au Cameroun d'ailleurs aussi, et au Togo. Pour ce qui concerne le Rwanda, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des populations qui vivaient ensemble depuis le 1er siècle, aussi loin que remonte l'histoire, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, et vivaient de manière pacifique. Il n'y avait jamais eu d'affrontement entre eux. Il y avait bien sûr des rivalités, et que sais-je encore, ça existe partout. Mais en insistant sur le fait que les Tutsis avaient une finesse esthétique, avaient une attitude racée, donc il les prédisposait, quand ils ont continué à tirer le fil de cette théorie raciste, qu'ils étaient prédisposés pour gouverner. Oui. Et les autres faits pour obéir. Et cette répartition a été la gangrène de la haine. Parfait. Parce que ce n'était plus le mérite individuel qui primait,
mais plutôt la catégorie à laquelle on appartenait. Ensuite, les haines ont été aussi cultivées par les Rwandais eux-mêmes après les indépendances. Et je raconte qu'il y a eu des séries de pogroms depuis 59. En 63, il y en a eu d'autres. Et tous les 10 ans, je rappelle, dans le livre, tous les 10 ans se produisait une catastrophe. Votre rencontre avec cette belle héroïne du Rwanda, souveraine magnifique, vous avez eu peur, vous avez eu une angoisse qui vous a simplement tressailli, la gorge nouée, les yeux presque palpitants pour la rencontrer. Vous vouliez la rencontrer. Pourquoi justement cette peur vous a envahi et comment est-elle aujourd'hui? Comment se porte-t-elle? Quand on découvre que des survivants ont échappé à la mort et qu'on va les rencontrer, on ne sait pas ce qui va se produire. On doute, on a un peu peur, on frémit, oui, parce qu'on est aussi chargé du poids de cette histoire que j'avais entendue et que je voulais vérifier auprès d'elle. Et évidemment, on trouve des personnages fracassés, mais qui ont pas une résilience extraordinaire, mais qui ont quelque chose qui dépasse l'entendement, la description. Ils ont une force en eux et en même temps une fragilité indéfinissable. La force, c'est d'avoir survécu, d'avoir vu la mort, d'y avoir échappé. La fragilité, c'est que ces personnages se demandent toujours pourquoi elles ont survécu. Elles portent comme une espèce de une surangoisse existentielle qui fait en sorte qu'elles se disent eh bien le monde est injuste puisqu'on leur a retiré les êtres qu'ils aimaient et eux ils sont presque en enfer sur Très Terre. bien. Alors un roman à la fois un témoignage, comme vous dites, fort, déchirant, poignant, tragique et qui marque le 20e anniversaire de cette effroyable tragédie. Lecture page 170 et puis je vais vous quitter après. Avant cette lecture, je tiens à vous remercier, Eugène Ebaudet, roman souveraine magnifique, édition Continent Noir Gallimard. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Et je vous laisse la lecture à la page 170. Et merci encore d'être venu sur le plateau de Évasion littéraire. Eugène Ebaudet. Dépasseront-ils les barrières invisibles entre long, court et très court? Vous secouez la tête. Bon. Tanneront-ils un jour la peau de Doliba, la vache? Je ne veux pas le savoir. Je ne supporte pas cette pensée-là. Non, je n'ai pas honte de ma vie, mais j'ai quelque chose de pourri au fond de la gorge.